Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette 11e causerie et la dernière de l'été si on considère que nous sommes encore en été, en tout cas on va dire la première de l'été indien. Ce soir nous recevons Olivier Liéron et moi François-Henri Désérable, un grand écrivain qui vient de sortir son nouveau roman aux éditions Gallimard et on va sans doute en parler avec Olivier et François-Henri que je m'empresse d'inviter. Alors, je vais d'abord inviter Olivier, comme ça ce sera fait, en espérant que cette fois-ci, nous n'ayons pas les mêmes problèmes techniques liés au live que nous avons habituellement. Là, j'ai choisi une jolie petite carte postale pour vous faire patienter. C'est une histoire passionnante, c'est l'histoire des racines de Van Gogh. Vous savez, le dernier tableau de Vincent Van Gogh, c'était justement des racines. Et Wouter van der Wijn, qui est un grand expert de Van Gogh. Salut Olivier, ça va? Salut Clarisse, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ouais, ça fait très plaisir de te voir. J'étais en train de parler du fameux tableau des racines, mais c'est pas du tout le sujet de notre causerie Ah, c'est très beau, du ouais. jour. Oh, encore Mais c'est que. beau. Bah, encore que, Van Gogh. exactement. Ouais. Tout à fait. Par contre, pour inviter Oula, il y a François-Henri, beaucoup de monde, merci. ouais, alors pour inviter, est-ce que tu peux l'inviter toi? Parce qu'en fait, pour Non, l'inviter, c'est il faut toi qui qu'il as nous lancé le suive. live, donc c'est toi qui dois inviter François-Henri. Ouais. Alors, bah, s'il nous regarde, il faut lui dire de suivre les ateliers bohèmes, parce que sinon, je crois que je ne peux pas l'inviter. Et apparemment, bah, il nous suit pas, donc, enfin, Ah oui, tu je peux peux pas pas. l'inviter si je suis pas? Ben non, je crois Alors pas. attends, je vais lui dire alors. Ah si, Merci. il est là, il est là. Il est là, d'accord. Ah voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop, voilà. Donc voilà, il va bientôt apparaître aux côtés des racines de Van Gogh qui vont se transformer en... Salut Ah François-Henri, oui, Salut, le grand homme, le grand écrivain. ça va? ça va? Salut Clarisse. Salut. Merci d'être avec nous ce soir pour cette Super. 11e causerie. Merci à vous pour votre invitation. Et ça nous fait hyper plaisir. Olivier a une relation amicale particulière avec toi. Peut-être qu'Olivier, tu veux introduire ton ami. Bah, je suis ravi. Ouais, merci d'avoir accepté, François-Henri. Effectivement, oui, on est amis, mais avant tout, moi, c'est vrai que c'est un auteur que j'ai découvert au départ avec voilà, ton premier roman qui était cette phrase de Danton, je crois. Tu montreras ma tête au peuple. Et tu sors là ton quatrième roman à la rentrée chez Gallimard, Mon maître et mon vainqueur, qui est un roman à la fois très puissant, une très belle histoire d'amour, et en même temps on en parlera, pleine d'audace justement, d'originalité aussi, d'humour, de références aussi littéraires. Quand on sait, quand on a eu l'idée de faire de t'inviter, on s'est tout de suite dit qu'il faudrait qu'on parle effectivement de ce rapport que tu as. Je pense que parmi mes amis écrivains, tu es l'un de ceux pour qui vraiment, alors évidemment, on a tous un rapport privilégié à la littérature, mais tu es vraiment, tu as cet amour de la littérature, des grands textes, du style, de classiques, voilà, et on a choisi ce titre un petit peu en hommage du coup à l'essai de Julien Gracq, en lisant en écrivant, qui fait ce lien vraiment intrinsèque entre la lecture et puis l'écriture. Je voulais te demander peut-être d'abord, oui, comment t'es venue l'idée de ce dernier roman, Mon maître et mon vainqueur. Tiens, regarde, je l'ai d'ailleurs, je vais le montrer à tout le monde. Voilà, alors avec les moyens de la technologie, voilà, j'espère qu'on le voit bien. Et qui raconte alors une passion. C'est très intimidant parce qu'on voit des gens qui rejoignent la vidéo. Ouais. Et là, je viens de voir JB Delamo rejoindre la vidéo. Ah bah oui, Jean-Baptiste Alamo qu'on adore et qu'on salue. Oh là là. Et qui a aussi sorti récemment un nouveau livre très très beau. On est en plein Ouais. cénacle virtuel. On le sait. Victor Hugo se connecte, ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Victor! Ah bah Victor Hugo, en plus, il aimait bien de toutes les parties fines, alors ça ne m'étonnerait pas qu'il apparaisse. Merci à tous de nous suivre, ouais. On est super contents. J'en perds mon latin, mon grec, mon hébreu et mon assyrien. La bibliothèque pour pouvoir le faire et dire qu'il fallait lire de l'homme. Et en fait, je me rends compte que je l'ai pas fait. Donc, je ne l'ai pas. Voilà.
Par contre, juste d'un point de vue technique, et je déteste faire Madame Trivial qui revient à des choses très techniques, mais je crois, François-Henri, qu'on t'entend pas forcément de Ah, manière continue. Est-ce que c'est pareil pour toi, Olivier? Oui, c'est vrai que tu es peut-être un peu loin du micro, je ne sais pas. je, Ouais. je sais pas. Je me rapproche si je me rapproche du. Attends. Ouais, c'est un peu Ouais, mieux. c'est peut-être Ouais, c'est même un pas peu mieux. tant une question de distance qu'une question de, bah, je sais pas, de continuité, en tout cas pour le son. Bon, on va essayer. C'est toujours, Modiano va arriver, ouais. Modiano va arriver. ouais. Salut Nicolas. On a Claude, on a Claude Putain, Simon et on Beckett dirait qui un m'ont peu des dit boomers. qu'il. Complètement. Beckett m'a dit qu'il allait passer Je vais tout à essayer de me l'heure. connecter en. Mais ça marche peut-être mieux en Wi-Fi alors. Attends, je me mets en Wi-Fi. Ah bah voilà, reconnecte-toi en Wi-Fi parce que là, il y a clairement un problème de son. Ce serait vraiment dommage de passer une heure à blablater, à blablater, à causer des choses passionnantes et à entendre un mot sur deux de ce que tu dis. Donc si tu peux, ouais, ce serait super. Ouais, c'est Voilà, tu vas encore me dire mieux là. mieux, je sais pas. Ah Je bah suis en c'est Wi-Fi. beaucoup mieux. Merci. Ça a Voilà. l'air beaucoup mieux. C'est Ok. encore mieux. Ça va être bien. Oui, donc je Merci. disais, Donc, on attend Garcia Marquez et puis on arrive, on commence. et Non mais justement, alors François-Henri, quels sont les auteurs que tu aurais aimé convoquer ce soir, morts ou vivants? Ouais, si tu pouvais claquer, si tu avais une baguette magique et que tu pouvais convoquer, mettons, trois ou quatre écrivains, écrivaines, qui est-ce que tu inviterais ce soir, là, maintenant, avec nous? Bah, je pense qu'il y aurait lui. Alors, je ne connais pas. Arthur! Je ne sais pas qui c'est. Par Karja. Alors Rimbaud, on va l'appeler, ouais. Il m'a dit qu'il est Karja, rentré et d'Afrique puis aujourd'hui. Il risque de foutre un peu le bordel, de montrer son cul, de retourner les tables, mais bon, il y aurait pourquoi pas, lui. on peut quand même Je sais pas l'inviter. si vous reconnaissez celui-là. Ah, Olivier, tu l'as ou pas? Attends, je vois pas parce qu'il y a des commentaires dessus. c'est un C'est terrible le live. poète, c'est un poète de la deuxième moitié du XXe siècle, un peu maudit. On peut dire que c'est un poète. C'est Nicolas Bouvier, euh, Ah, ouais. C'est- qui est l'écrivain voyageur par Ça, c'est excellence. un auteur qui t'inspire aussi. Ouais. Ouais, qui est un auteur qui est le dernier auteur. J'ai parlé récemment avec un ami qui m'a demandé quel était le dernier livre qui m'avait vraiment emporté, qui m'a fait, je crois que c'est L'usage du monde de Nicolas Bouvier que j'ai lu Hum. il y a 5 ans Magnifique. et qui fait partie des livres auxquels je reviens souvent, dans lequel Bouvier raconte son voyage avec son ami Thierry Vernet qui était peintre en 1900, je crois qu'ils partent en 1902 de Genève. Ils partent, enfin Bouvier rejoint Vernet à Belgrade et là en Fiat Topolino, ils connaissent d'abord l'Europe, ils vont passer par la Turquie, ils vont passer 6 mois à Venise. Et puis ensuite, ils vont venir et là, ils vont se séparer en Afghanistan. Et puis, lui continuera, il ira au Japon et il publie un autre récit de voyage magnifique qui s'appelle il va jusqu'au Japon, il passe aussi par Sri Lanka. Et aujourd'hui le Sri Lanka, et sur le Sri Lanka, il publie le poisson scorpion. Et c'est vraiment un écrivain auquel je reviens. Et en plus, ça n'a eu aucun succès. Vous m'entendez bien ou pas? Non, c'est que parfois ça coupe et c'est extraordinaire parce que je Mais trouve que ça donne vraiment l'impression d'être avec Nicolas Bouvier depuis l'Inde. Il est en train de Ouais, traverser le désert là, il attend le. ouais. Et, On donc va ça dire va que couper là. moi j'entends ce que tu dis, mais il y a une sorte d'effet comme ça, de bruissement. c'est assez sporadique en fait. On entend un mot sur deux. Alors, bah, c'est toujours le même problème. On ne sait pas tellement à quoi c'est lié. Est-ce que c'est ton micro? Est-ce que c'est la connexion? C'est vraiment dommage C'est de merveilleux la toujours se technologie. confronter à ces. En tout cas, je sais pas si tu as une autre Attends, idée de quelque chose que tu peux mettre des faire. écouteurs, c'est le dernier truc que je peux essayer. Ok, essayons parce qu'après c'est vrai que ouais, essayons avec des écouteurs. Et donc j'en profite. Prends ton temps, hein, François-Henri. Pendant ce temps, on va faire des petites blagounettes avec Olivier. Non, je plaisante, mais en tout cas, c'est peut-être le bon moment aussi pour dire que cette causerie qui se passe en direct sur Voilà, Instagram. moi j'en profite pour dire que c'est un des meilleurs romans de la rentrée littéraire, vraiment, et que je vous conseille vraiment tous et toutes celles qui ne l'ont pas lu, de le lire. Et en plus, c'est drôle. Donc ça, c'est quand même assez incroyable d'avoir un roman aussi bien écrit et en plus extrêmement ludique. Là, j'ai l'air Je fou, confirme. mais vous allez peut-être mieux m'entendre. Ah bah oui. Ouais, Ouais. super. Merci. Ok. Non, t'as pas l'air Attends, fou. on a Thomas Pesquet qui nous rejoint là. Ouais, donc Bon, bah, merci.
Je reprends un peu juste sur Nicolas Bouvier parce que Oui. ouais, je voulais dire à quel point c'était un écrivain enfin, qui continue à me marquer énormément, qui compte beaucoup pour moi et son voyage avec Thierry Vernet entre Belgrade et l'Afghanistan qu'il relate dans l'usage du monde Mm. est un des livres qui compte le plus pour moi. Et c'est étonnant parce que c'est un livre qui a été publié. Alors, quand est-ce qu'il a été publié? Dans les années 60. Et au début, il avait vraiment aucun succès. C'était un livre très Mm. confidentiel, publié chez Droz en Suisse. Et Bouvier est mort en 98. Et l'ouvrage a commencé à avoir du succès à la fin de la vie de Bouvier. Et aujourd'hui, c'est devenu la Bible de la plupart des voyageurs et en particulier des écrivains qui voyagent. Oui, c'est vrai qu'il a eu il a eu un succès tardif et enfin croissant en tout cas. Et ce livre, finalement, je l'ai découvert d'ailleurs moi à la fin de mes études. C'est très 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 beau l'usage du monde. Et puis ce qui est assez dingue dans ce livre, c'est le enfin, je sais pas, ce sorte de béance temporelle. C'est-à-dire on se dit c'est il y a quelques décennies et le monde a tellement changé quoi. Mm. On voit les frontières. Il y a un essai de Zweig qui est sur le monde en 14. Là. L'Europe. Le monde d'hier. Le monde Le d'hier. Voilà, le dire. monde d'hier. Et il parle du monde en 1914. Et il dit il n'y avait pas de frontières à ce moment-là. C'est-à-dire on pouvait aller d'un pays à un autre. Alors c'est une vision, je ne sais pas si elle est idéalisée ou non, mais en tout cas, c'est assez passionnant de mesurer aussi Quand on le lit aujourd'hui, je veux dire, par rapport à quand on le lisait au moment des voyages de Bouvier lui-même. Et Le Monde d'hier, ça aussi, c'est un livre. C'est marrant que tu mettes le doigt dessus, puisque c'est un livre qui a énormément compté pour moi aussi. Je me Ah, souviens très bien super. du moment où je l'ai lu, où Ouais, je l'ai putain. lu. J'allais partir à passer un été à Vicenza, en Italie, où habitait ma copine à l'époque. Et je me revois commençant Le Monde d'hier sur le tarmac de l'aéroport, prêt Ah, à embarquer génial. dans mon vol pour EasyJet. Ça arrive. Ne panique pas, Olivier, je pense qu'il va. Voilà. Ouais, C'est bon, on ça t'a a perdu coupé, quelques ouais. Non, ça secondes. va, ça va. Ouais, je Ça va, disais que c'est normal, les je maîtrise voyageurs. très mal la technologie, mais c'est un livre qui m'avait Ouais, vraiment, qui m'a bouleversé. De voir ce monde qui s'écroule, Zweig ouais, ouais, ouais. parce que c'est vraiment il l'écrit à la toute fin de sa vie. Et d'ailleurs, c'est un livre posthume, Le Monde d'hier. Il a été publié après Oui, sa mort. Hein. oui, Zweig est mort d'accord. en Ouais, je savais pas. février Ouais. 41, et je ne sais pas si vous avez vu cette photo magnifique de Zweig qui est sur son lit de mort avec sa seconde épouse qui s'appelait Hmm. Lotte. Ils se sont suicidés, hein. Ils ont connu la Mm. même Oui, fin oui, oui, au Brésil, là. Ouais. voilà, à Petropolis. Ils ont connu la même fin que Ariane et Solal dans Belle du Seigneur. Et ce couple uni dans la mort, persuadé que le monde qu'ils connaissaient s'est complètement écroulé. Et ça, Zweig le raconte magistralement dans ses mémoires. Et c'est marrant parce que c'est peut-être les seules mémoires qui ne sont pas les mémoires d'un homme, mais les mémoires de sa génération. En fait, c'est pas tant les mémoires de Zweig que les mémoires de la génération de Zweig, Hmm. de cette génération née à peu près en 1870 dans la Mittel Europa et qui a vu le monde qu'elle connaissait s'écrouler en l'espace de quelques années. Et est-ce que toi, Putain, tu mais as l'impression, François-Henri, d'assister aussi à l'écroulement de quelque chose? Alors, c'est peut-être pas le monde dans sa globalité, mais des modalités du monde, des dimensions. Est-ce que tu as l'impression que quelque chose s'écroule? Que tu dois en témoigner? Est-ce que j'ai l'impression que quelque chose s'écroule? Pas tellement, je crois. Lorsqu'il y a eu le début de la crise sanitaire du coronavirus, je me souviens d'un article de Michel Houellebecq, parce qu'il y a plein de gens qui disaient oui, ça y est, ça va changer le monde, il va y avoir une prise de conscience écologique, nos modes de vie vont être infléchis. Et Michel Houellebecq avait signé un papier, je ne sais plus dans quel quotidien, où il disait, en fait, le monde va être à peu près le même, mais en un peu pire. Et c'est peut-être ça, finalement, c'est-à-dire le monde est à peu près le même qu'avant le coronavirus, avec un peu moins de liberté. Je m'étonne toujours de la docilité avec laquelle on continue à s'accommoder de la restriction de nos libertés. Je trouve ça effarant que hier, je suis allé
j'ai fait. Je t'entends par retour de micro, Olivier, là. Ça Euh, va, je t'entends. ouais, hier, je suis allé faire une interview sur RFI. Une excellente émission d'ailleurs, animée par Jean-François Cadet. Mais quand on arrive chez RFI, non seulement ils vous obligent à porter un masque, alors que forcément vous avez montré votre passe sanitaire qui prouve que vous êtes déjà vacciné, mais en plus, vous ne pouvez pas porter votre propre masque, c'est-à-dire qu'on vous tend un masque. Et je trouve cette infantilisation complètement. Enfin, elle m'inquiète un peu finalement, et enfin, elle me désespère. Mais bon, c'est pas très très Mais grave. est-ce que tu penses pas, non, parce que c'est intéressant, toi tu parles là de liberté et moi j'aurais tendance à te dire, mais face à cette restriction, à ces restrictions et à cette espèce de carence de liberté peut aussi croître un surplus d'imagination pour justement contourner les restrictions. Et là, l'imagination, on est vraiment dans le domaine justement de l'esprit créatif. Et moi, j'ai plutôt l'impression d'assister en ce moment à des ajustements, des trouvailles pour peut-être à l'échelle individuelle ou en tout cas à une petite échelle, mais un esprit presque d'enfant pour retrouver cette liberté et ce sens de la possibilité de s'émerveiller dans un contexte qui est plutôt plombant et plutôt restrictif. Tu penses pas? Écoute, j'aimerais partager ta vision du monde aussi optimiste. Euh, je sais, je sais pas. Il faudrait poser la question à Olivier. Je pense qu'il y aurait une réponse bien plus intelligente Moi, que moi à j'ai toujours formuler. été effaré par, de manière générale, par la, la rapidité avec laquelle, en fait, un état anormal peut devenir normal, en fait. C'est-à-dire la façon dont quelque chose d'effarant par sa violence, par son inanité, par son absurdité, peut être accepté très rapidement et je ne parle pas spécialement des derniers mois hein, ou des dernières années. Et il y a quelque chose, je pense, une vigilance à avoir collective sur. Bon, c'est des grandes questions, hein, mais je pense qu'en un sens, la littérature a quand même un rôle à jouer dans la littérature, ou en tout cas, oui, oui, la littérature a ce rôle à jouer dans le sentiment de préserver une forme de liberté, de conscience, de pensée, voilà. Et en tout cas, moi, oui, j'ai été Bah, emballé par elle en, cette elle en- liberté. Quand on parle de liberté, la liberté alors, dans ton dernier livre, Mon maître et mon vainqueur, clairement et de manière générale dans tes livres, il y a une forme alors je trouve de double postulation et de double talent, parce qu'à la fois il y a un ancrage très fort dans la littérature et dans des auteurs que tu vas convoquer. C'est Romain Gary dans ton précédent roman, un certain Monsieur Piquelny. Là, c'est beaucoup Rimbaud, Verlaine dans ton nouveau livre. Et à la fois une grande liberté que tu prends vis-à-vis de ces références par plein de façons, par plein de modalités, par le ton que tu peux employer, par plein de choses. Donc voilà, je voudrais te demander un petit peu voilà, comment tu conçois finalement quelle relation tu as avec ce patrimoine littéraire qui est quand même assez imposant et en même temps, comment tu joues avec, comment voilà, tu l'utilises dans les livres. Parce qu'il peut y avoir un piège de se dire, OK, je fais un roman sur Rimbaud. Bon, alors c'est sûr que le poids est tellement énorme. Donc voilà, comment tu t'amuses avec ça? ouais, je me serais pas risqué à faire un roman sur Rimbaud. Toi comme moi, on est des grands admirateurs de Pierre Michon, qui lui a écrit Rimbaud le Fils, qui est Oui, ça a peut-être été fait. qui est pour moi le roman le plus magistralement scandé de la langue française. C'est-à-dire Mmh. que je trouve que la période de Michon, le Mmh. rythme de sa prose est absolument parfait de bout en bout dans Rimbaud le Fils. Donc je me serais pas risqué à faire un roman sur Rimbaud. Et là, non, j'ai voulu essayer de raconter une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour, finalement, c'est un sujet assez éloigné de ceux dont j'ai pu me saisir par le passé. Et il se trouve que j'ai commencé à l'écrire suite à un chagrin d'amour, donc c'est tout à fait banal. Et au départ, j'ai commencé à écrire des poèmes, finalement. Je fais un truc que j'avais jamais fait, d'écrire de la poésie. J'étais un lecteur de poésie, mais je n'en écrivais pas.
Et mon intention initiale était de publier un recueil de poèmes. Et finalement, je me suis ravisé et je me suis dit que j'allais prendre certains de ces poèmes qui sont assez protéiformes, hein, ça va du sonnet au haïku, au quatrain, en alexandrin, etc. Et j'allais les enrober de fiction. Et pour raconter une histoire d'amour passionnel entre deux personnes qui s'aiment à un moment de leur vie où ils ne sont absolument pas censés s'aimer, puisque l'héroïne est sur le point d'épouser un autre homme. Euh, c'est vrai que je l'ai écrite, cette histoire, sous les auspices de Rimbaud et Verlaine, puisque l'héroïne, Tina, est une grande admiratrice de Paul Verlaine, et le héros, Vasco, est conservateur à la Bibliothèque nationale de France. Euh, et il a en charge la réserve des livres rares et anciens, et donc il a souvent entre les mains les plus grands trésors de la BNF. Donc c'est un livre qui est évidemment saturé de littérature, de références, peut-être un peu trop. Moi, c'est un défaut sans doute, mais c'est peut-être un défaut d'écrivain un peu. Je sais Moi, que je trouve pas qu'il y ait trop de références parce que tu t'en amuses justement et que c'est jamais un poids, c'est plutôt une sorte de tremplin, moi je trouve en tout cas pour l'histoire. Euh, Mais tu sais, il y a un des plus grands défauts, je trouve, des néo-écrivains ou des primo-romanciers, c'est de vouloir à tout prix caser des mots qui font littéraire, tu sais. Et moi, je pense que c'est un travers que j'avais, notamment dans mon deuxième livre, mais qui était mon premier roman, Évariste, sur la vie d'Évariste Galois, qui était un mathématicien de génie mort en duel à 20 ans. Eh bien, trop souvent, je mettais des mots un peu désuet, un peu. Enfin, il fallait ouvrir son dictionnaire pour savoir ce que ça voulait dire. Et un jour, j'ai entendu cette phrase, d'ailleurs, dans la bouche de Carrère qui racontait cette phrase que j'ai pas retrouvée. Il disait que Hemingway disait, je connais autant de mots compliqués que les autres écrivains, mais je me donne un mal de chien pour ne pas les utiliser. Et, Intéressant, ouais. et ça, je crois que c'est quelque chose, c'est un défaut dont j'ai réussi à me départir depuis, c'est-à-dire que j'essaye d'aller vers une prose un peu plus simple, un peu moins fleurie, un peu moins baroque, plus orale. Euh, et en revanche, ce truc de foutre de la littérature dans mes livres, eh ben, je m'en suis pas encore totalement débarrassé. Et j'aimerais bien, en tout cas, en mettre moins de références, moins de clins d'œil, moins de, voilà, Après, ça dépend aussi. Il y a l'aspect un petit peu béquille. On peut parfois se référer à des gens qui nous ont inspirés. C'est un peu comme une sorte d'hommage qui peut tapisser notre œuvre. Et puis après, il y a le côté, en effet, comme tu dis, c'est ce que tu as l'air de conspuer, en tout cas dans ton propre usage, c'est l'aspect béquille, quoi. Comme si, en fait, je parle de toi, mais c'est peut-être aussi quelque chose d'intéressant pour les gens qui nous écoutent, cet écueil qui est assez répandu, qui consiste à vouloir à tout prix se raccrocher à des choses qui ont fait leur preuve dans leur impact intellectuel et émotionnel. Donc Oui, mais peut-être. c'est très juste ce terme que tu emploies de béquille. Et Morand avait une très belle phrase là-dessus. Il disait les citations sont les béquilles des écrivains infirmes. Et donc même à Ah ouais. l'oral, tu vois, on a tendance à utiliser des béquilles. Et pourtant, moi, j'ai tendance à quand on parle de littérature, je crois que citer nos glorieux prédécesseurs, citer les écrivains qu'on aime, c'est plutôt pour leur rendre hommage. Et c'est avant tout une forme d'humilité de dire voilà. D'autres sont venus avant moi qui ont dit les choses que j'ai envie de dire, mais avec de meilleurs mots. Et par conséquent, je me retranche derrière eux et je ne me fais que le perroquet de ces brillants esprits. Et si on me demande de donner ma propre définition de l'amour, je préfère citer Barthes et parler d'assomption démentielle de la dépendance. Si on me demande de parler, de donner une définition du désordre, eh bien, je cite Jean Rouault et je dis que c'est une variation subjective algorithmique de l'ordre. Et Si je te demande de donner la définition du ping-pong. eh bien, c'est un sport dans lequel excelle Olivier Liron, qui est invaincu au tournoi de ping-pong de Quinja, auquel je refusais de participer cette année après avoir été humilié l'année dernière par ses revers. Mais tu vois, il y a des carences quand même dans la littérature. Il y a certains domaines qui n'ont pas encore été. Alors moi, je ne trouve pas qu'il y ait
qu'il y a trop de références dans tes livres, mais c'est vrai que tu vas davantage à chaque fois vers une sorte oui, je trouve de jeu comme ça, comme on dit, il peut y avoir du jeu. Et on est entre la révérence parfois, la déférence, et puis une forme de sans rien dévoiler du roman, mais c'est vrai que dans ton dernier roman, là, il y a des scènes à la Bibliothèque de France qui sont quand même extrêmement drôles et fortes. Et oui, j'aime bien la distance à la fois que tu prends, mais je pense que dans la transgression, il y a une forme d'hommage encore, et c'est ça qui est beau. Clarisse, toi, tu as ce rapport-là aussi à la littérature, c'est-à-dire à la fois être nourri de références et chercher à les éviter peut-être dans tes livres. Moi, c'est un écueil qui me pend pas tellement au nez parce que, vais-je l'avouer ce soir, mais je suis une fausse lectrice en fait. Je lis énormément, mais je termine très rarement les livres. J'adore visiter les livres comme on rentre un petit peu dans une maison, on la traverse, on dit bonjour à tout le monde et on se barre sans dire au revoir. Ça, j'adore faire ça. Parce que les histoires m'intéressent assez peu et par contre, j'aime bien les sonorités, j'aime bien l'atmosphère en général, mais une atmosphère, on n'a pas envie forcément de. Puis peut-être que j'ai du mal à dire au revoir en général, mais ça c'est un autre problème plus psychanalytique. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est le dépouillement. Et je pense qu'en effet, je me barricade derrière plein d'autres choses. Et tu parlais tout à l'heure, François-Henri, de style baroque, fleuri. Moi, je pense que je suis sans doute encore pompeuse. Et le fait de rechercher à susciter un effet est un grand écueil. Mais en même temps, c'est vraiment un écueil intéressant à traverser parce qu'il y a que soi-même, en le traversant cet écueil, qui arrive justement à accéder à quelque chose de dépouillé, de plus intéressant, de plus substantiel. Voilà. Donc, je pense que tous ces écueils-là sont hyper intéressants et qu'il faut pas trop vite s'en éloigner et au contraire les traverser en conscience de pourquoi on a besoin de se raccrocher à ça. Ça veut dire quelque chose et voilà. Et toi, Olivier? Moi, j'ai eu le sentiment, effectivement, alors je suis très admiratif de vous deux, justement, en tant qu'auteur. Moi, j'ai l'impression que ça a été une trajectoire un peu similaire, c'est-à-dire que au départ, il y avait énormément de références qui m'empêchaient d'écrire et que peu à peu, j'ai accepté de faire des phrases moyennes, même si ce n'étaient pas des grandes phrases et que peut-être elles avaient leur place aussi parce qu'elles étaient plus proches de moi. Et cet exercice-là d'affranchissement est délicat. Ouais. Mais c'était intéressant aussi ce que tu disais, Clarisse, enfin, d'avoir eu l'honnêteté de dire que souvent tu ne finissais pas les livres. Et il y a beaucoup de gens qui s'obligent souvent à terminer un livre qui les barbe. Et moi, je garde toujours à l'esprit les droits imprescriptibles du lecteur que donne Daniel Pénac je crois que c'est dans Comme un roman. Et l'un de ces droits imprescriptibles, c'est de laisser tomber un livre en cours de lecture. Et ça, moi, je vais jamais au bout d'un livre si jamais ça me plaît pas. Bah, merci aussi pour ton honnêteté que Oui. Mais ceci dit, c'est la question. Je peux l'avouer, je ne l'ai pas fini. Mais alors, à quelle page tu t'es arrêté? C'est ça la vraie question. Il s'arrête toujours à la page 150, Olivier, c'est déjà pas mal. Bon, tu l'as quasi fini alors, parce que c'est un petit. Mais la question justement aussi, là, puisqu'on parle de ça, je pense que il y a toute une famille il y a des familles auxquelles on peut s'identifier et je pense que ce qui est assez beau en tant que lecteur ou en tant qu'écrivain, c'est de se dire, je choisis à un moment ma famille. Elle peut changer et c'est vraiment un acte, un geste très fort, très fondateur et presque spirituel de se dire là, je me reconnais, c'est moi, ça parle de moi, ça parle de ce dont je suis fait, de ma sensibilité et de pouvoir s'identifier, ouais, se rattacher à une famille. Alors ça peut être des valeurs, ça peut être une sensibilité, ça peut être beaucoup de choses, mais justement, plus on a de mal à expliquer pourquoi on s'en sent proche, plus la connivence est forte. Et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même très intéressant. C'est pas que de l'ordre de l'hommage,
Tu vois, quand on, même Et ce que alors, tu fais pour François-Henri. c'est qui la famille, c'est qui la famille pour toi, Clarisse, et pour toi, Olivier? S'il y avait 5 membres de votre famille littéraire à citer. Alors, Olivier Liron, euh, François-Henri Desserrat. Oui, je suis aussi très démagogue et hypocrite. Non, vas-y, Olivier, je te laisse répondre à la question. Ah, c'est sympa ça. Moi, je dirais que j'ai surtout lu en tout cas, j'ai eu vraiment mes premiers grands coups de cœur euh, alors, je sais qu'à l'adolescence, il y a eu Steinbeck qui était très important. C'était la première fois que je découvrais un auteur comme ça qui me parlait en tout cas du monde contemporain, enfin en tout cas à son époque. Avant, j'avais lu surtout des classiques et après, il y a eu surtout des poètes. Je continue à être d'abord un lecteur de poésie. J'ai plus de mal avec le roman finalement, sauf sur certains auteurs, et dont tu fais partie d'ailleurs, François-Henri, où j'ai l'impression qu'en fait, le roman est un poème. Ah ben, on a perdu François-Henri, là. Trop Au d'éloges. moment où tu lui dis qu'il en fait partie, il disparaît. C'est intéressant. Bah, attends, je vais le réinviter. Mais je t'en prie, continue, Oui, c'est oui, très non, mais intéressant, bien les sûr. poètes. C'est une bonne question. Et moi, ça a été des poètes. Et là, les poètes dont Ça a tu te sens été le plus proche en effectivement, ce alors moment. effectivement, certains auteurs, on a l'impression de retrouver voilà, par le roman dans un poème par d'autres moyens et, et où l'univers et la langue est très forte. Mais c'est vrai que je pourrais citer bon, sans doute Baudelaire et Nerval, Rimbaud peut-être aussi sans doute. Et Mhm. puis, après, il y a des poètes qui ont été très importants pour moi, qui ont été Apollinaire, Supervielle, dont tu parlais la dernière fois, non? Biel, Guy Vic, il y a Michaud, il y a une dizaine de poètes francophones qui ont été très importants pour moi. Whitman aussi, voilà. Il y a eu quand même pour moi, oui, une dizaine ou une quinzaine d'auteurs de poésie que j'ai énormément lu. Et Euh, je t'écoute très attentivement, Olivier, c'est juste que je ne on a trouve perdu, pas. c'est important quand même de l'avoir. On a perdu notre invité. Alors ça, je parlais de partir sans dire au revoir tout à l'heure, mais là, il a fait fort, quoi. Il est parti en plein milieu de sa phrase, enfin de la tienne. Mais je pense qu'il a un petit problème technique. Et maintenant, attends, je vais. Toi, tu peux pas inviter deux personnes? Non, je pense pas que ce soit lié au fait qu'il soit abonné ou non à la page. Non, Je t'as pense raison. Non, mais ah voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé. Hop, invité, et il va réapparaître si tout se passe bien. Et voilà, on t'avait perdu au moment justement où on commençait à faire tes louanges. Je suis désolé. Donc, j'ai pas entendu la famille d'Olivier, mais tant pis. Alors moi, ouais, je dirais, allez, pour en choisir 5, parce que c'était vraiment le challenge, il y aurait peut-être, oui, alors en comptant donc la poésie, il y aurait Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Giono, que j'ai beaucoup lu, et peut-être Désérable. T'es con. Moi, je trouve qu'il est sincère. Et moi, il y aurait non, mais plutôt des prosateurs, plutôt Michon, plutôt Echnoz, plutôt Jean-Philippe Toussaint, Emmanuel Carrère, Annie Ernaux, Patrick Modiano, Nicolas Bouvier, et puis quelques autres aussi, vraiment qui me touchent à chaque fois. Ouais. Oui, 5, c'est un peu Est-ce que ça vous est arrivé aussi de découvrir un auteur vraiment absolument pas connu, parce qu'il y en a beaucoup, et de vous sentir comme privilégié de découvrir cet auteur qui vous éblouit et d'avoir envie d'en parler à tout le monde. Alors ça peut être chez un bouquiniste ou par hasard même une phrase qui vous amène vers cet auteur et vous êtes stupéfait qu'il soit passé à la trappe. Est-ce que ça vous est arrivé récemment? Alors, moi, j'ai lu un truc récemment que j'ai trouvé formidable. Bon, c'est pas un auteur méconnu, mais disons qu'il n'est plus beaucoup lu, c'est Jean Co. Ah oui, les portraits Ouais, de Janko, exactement. incroyable. Voilà, Et moi aussi, j'avais. les Ces croquis portraits sont mémoires de Jean Co. incroyables.
Et Ouais. je m'attendais vraiment pas et on se trouve, on me l'a offert après, parce que Fabrice Lucchini a récité certains de ses portraits dans un spectacle qu'il a joué à Paris. Et on m'a offert, enfin j'ai trouvé ça très bien, et on m'a offert le livre. Après, il y a des pages, mais absolument, mais d'une beauté, et notamment sur. Alors, il fait pas que des portraits d'hommes et de femmes, il fait aussi des portraits, enfin un portrait de ville, qui est un portrait de Venise, et j'ai beaucoup lu sur Venise, et c'est je crois, ce que j'ai lu de plus beau sur Venise, les pages de Jean Co. Donc voilà un livre tout à fait. Enfin, je m'attendais pas à être aussi ébloui par les portraits de Jean Co. Donc je crois que c'est ça. Et sinon, pour ce qui est des écrivains qui n'ont, enfin, qui sont, enfin, il y a un écrivain en particulier qui est beaucoup lu par les écrivains et par les universitaires, mais qui ne touche pas un public très large, qui à chaque fois qu'il publie un livre, vend à 5000 exemplaires, ce qui est tout à fait honorable, mais il pourrait vendre beaucoup. Enfin, c'est pour moi un génie de la littérature, c'est Éric Chevillard. Et Éric Chevillard, j'encourage vraiment ceux qui ne le connaissent pas à lire son blog qui s'appelle L'Auto-Fictif. Chaque jour, il poste trois petites réflexions, pensées, aphorismes sur ce blog qu'il appelle L'Auto-Fictif, et depuis plus d'une douzaine d'années. Et puis, il est également l'auteur d'une vingtaine de romans aux éditions de Minuit. Et c'est un écrivain que je trouve, enfin, un des grands esprits de notre temps. Et Olivier, tu n'as pas répondu à la question. Ah, on a perdu Olivier. Oui, bah, je me suis éclipsé pendant quelques instants. Moi, je trouve que oui, alors moi je suis un grand lecteur de Chevillard. Moi, ça m'a fait un petit peu ça avec Christian Gailly, qui est aussi un écrivain de chez Minuit, enfin qui était. Ouais, un soir au club. Je sais pas si Ouais, ouais. ouais. J'ai lu vraiment ses romans. Bah, je ne sais pas, c'est assez mystérieux, mais il avait une sorte de musicalité. Moi, j'aurais rêvé d'être vraiment musicien, quoi, de faire que de la musique. Bah, il écrivait comme on joue du jazz. Voilà, je trouve que c'est sans doute un des écrivains les plus musicaux. Ça va paraître un peu un raccourci de dire ça, mais c'est dans sa prose, c'est vraiment une mélodie, quoi. C'est avec très une phrase étonnant. très courte, très syncopée. Ouais, donc on peut passer complètement à côté, hein, c'est très singulier, mais quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah tiens, ça ouvre quelque chose, c'est un truc que je ne savais pas qu'on pouvait le faire, et c'est assez réjouissant quand on découvre comme ça une nouvelle façon d'écrire, en fait. Et ça m'avait bluffé. Et puis ça m'arrive, oui, très souvent de découvrir des fois c'est des classiques. Là, j'ai découvert un livre, alors je ne pense pas qu'il soit très très connu, qui s'appelle Bruges la morte de Georges Rodenbach, qui est un classique comme ça du symbolisme. Et c'est un texte incroyable, mais en fait, des fois, l'héroïne s'appelle Jeanne, non? L'héroïne s'appelle Jeanne. Oui, c'est possible. Ouais. Ouais. Et oui, je suis tombée dessus aussi. L'héroïne s'appelle Jeanne et le héros s'appelle Hugues. Moi, j'ai effectivement énormément de lacunes. Alors, vraiment, là, je me suis dit que. Tu vois, Olivier, tu crois nous sortir quelque chose de totalement méconnu, etc. Et finalement, tu te rends compte que c'était assez mainstream. C'est très connu, en fait. Non, mais voilà, vraiment, j'encourage oui, la curiosité, parce que c'est vrai qu'on est dans il y a une sorte de concentration souvent d'éclairage sur certains livres. En tout cas de l'actualité, et on passe quand même à côté d'énormément de choses extraordinaires. Donc, j'ai plutôt tendance à être guidé par soit des auteurs que j'ai déjà lus, soit par affinité, effectivement, par famille, par maison d'édition aussi. Parfois, je sais qu'à un moment, je lisais beaucoup des auteurs de chez POL parce que je trouvais que c'était tellement inventif, tellement la plupart du temps. Et donc, voilà, j'aime bien découvrir des choses, des nouvelles choses. Mais de manière générale, on se trompe assez peu. Moi, j'ai cité un auteur des éditions de Minuit, toi aussi, avec Gailly. Et c'est vrai qu'on se trompe assez peu avec Minuit et POL, quand même. Enfin, on peut piocher dedans allègrement. C'est-à-dire que je trouve que le taux de littérature, c'est-à-dire que si on prend chez Minuit, est de 100%. C'est-à-dire il n'y a que de véritables écrivains chez Minuit. Chez POL, c'est à peu près la même chose. Dans d'autres maisons d'édition, ça baisse. Mais au moins, on peut ne pas aimer les écrivains de chez POL et de chez Minuit, mais ce sont toujours des écrivains. Et Clarisse, alors je ne sais pas, toi, c'est quoi Je suis désolée, je vous entends plus depuis tout à l'heure. Je vous entends très mal parce que quelqu'un m'a appelé. Je suis désolée, voilà, on en revient toujours à quelque chose d'hyper prosaïque, mais quelqu'un m'a téléphoné, j'ai refusé l'appel
Et depuis, vous êtes plus en haut-parleur et je ne sais pas comment. Ouais, bah, C'est dis- comme si je vous C'est entendais le chuchoter. karma. Donc, C'est le karma. Mais... non, mais alors pour répondre à cette question, là, j'ai pas besoin de vous entendre pour parler, mais autant je peux admettre que je suis pas une grande, enfin, il y a plein de classiques que j'ai pas lus pour plein de raisons d'ailleurs. Vraiment jamais par paresse, plutôt parce que j'ai l'impression que je vais pas forcément être en mesure de saisir euh, toute la portée, toute l'intensité. Par exemple, Dostoïevski, quand j'avais 15 ans, je me disais mais c'est pas possible. Et pourtant j'avais une haute estime de moi à 15 ans déjà. Mais je me disais c'est pas possible, Crime et Châtiment. Qu'est-ce que moi je vais comprendre? J'ai pas vécu grand-chose. Ça a l'air d'être d'une densité folle. Donc il y a beaucoup de livres comme ça, Faulkner, Dostoïevski, nanana, même des philosophes. Nietzsche. Je me suis plus tard, ce qui est peut-être un peu une paresse déguisée, je sais pas. Mais pour compenser ça, comme j'aime quand même énormément lire et rentrer dans des univers qui sont différents du mien ou au contraire qui s'en rapprochent, j'ai toujours eu beaucoup de curiosité pour les livres, pour la littérature et souvent l'envie, le désir de débusquer comme ça, mais pas forcément pour m'en faire après la porte-parole, hein, mais tomber sur un livre et me dire oh, mais c'est incroyable, c'est comme si on rencontrait quelqu'un au détour d'une petite rue qui est là en train de gribouiller et nous on arrive et qu'est-ce que tu fais? Je peux voir ce que t'écris? Et on passe son nez par-dessus son épaule et puis là il se crée une sorte de connivence. En fait, je crois que j'étais à la recherche de cette connivence. C'est pour ça que j'aimais bien les poètes et les écrivains peu connus. Mais là, je serais incapable de vous citer un nom précis, mais il y en a eu plein, où je me suis dit, il y a que moi qui le connais, on a une intimité particulière. Voilà. Non, c'est très juste. Et puis, après, j'aime bien aussi la diversité. Effectivement, moi, j'ai plutôt tendance à être panthéiste en littérature, c'est-à-dire avoir. Quand tu m'as dit, François-Henri, 5 livres, j'ai commencé à faire une crise de panique. Alors qu'effectivement, pour certains auteurs, il y a quand même 2, 3 noms qui sont comme des pères ou des grands-pères ou des grands-mères, enfin voilà. Et donc, c'est difficile. J'ai l'impression qu'il y a plus un panthéon comme ça. Alors, dans ton dernier livre, il y a comme ça, effectivement, tu l'as un peu dit tout à l'heure, la poésie est complètement intégrée à l'histoire puisqu'on suit une enquête qui est menée à partir du journal intime, des carnets d'un des personnages et qui écrit donc ses poèmes. Et on passe effectivement de poèmes à Aragon ou à des poèmes qui sont des haïkus. Et donc, oui, comment tu t'es vraiment dit que tu allais insérer en fait ces poèmes à l'intérieur de quelque chose de plus, oui, d'une enquête vraiment romanesque. Ouais, c'est-à-dire que bon, un type est arrêté, Vasco est arrêté parce qu'il a tiré sur quelqu'un lors d'un mariage, et sur lui, on retrouve un revolver et un cahier de poèmes, et sur ce cahier, oui, un cahier sur lequel il a écrit les poèmes. Et, et au juge d'instruction qui l'interroge, il dit, vous n'avez qu'à lire les poèmes, vous comprendrez tout en lisant les poèmes. Le juge les lit, ne comprend rien, et convoque son meilleur ami, qui est le narrateur, et à qui il va demander de se faire l'exégète du recueil de poèmes pour l'aider à résoudre l'enquête et à dénouer le fil de cette passion amoureuse. Donc le livre est émaillé de poèmes, ce qui est, ouais, c'est quelque chose qui se fait pas trop, quoi, normalement. Ouais. De mettre Non, des mais à poèmes. la fois c'est original et puis du coup ça joue sur l'interprétation. Il y a comme ça un jeu. Pour le coup, c'est vraiment en lisant, en écrivant, parce que les personnages, enfin, l'enquête vraiment cherche à déchiffrer ce qui est écrit, donc ça devient un enjeu de l'intrigue. Et là, je suis en train d'ouvrir le livre sur cette scène extraordinaire dans ton livre. Je vais essayer de montrer la photo là. Donc, tu as déjà, ça aussi, c'est assez extraordinaire, intégré comme ça des photographies qui jouent comme ça aussi en contrepoint. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de cette scène donc sur le fameux revolver Bah voilà, attends, je l'ai là, tu donc si tu veux, m'entends je vais te là? le montrer. Ouais. Ouais, je vais te le Ah, chercher, le revolver. Ah ouais, carrément, super. donc, alors, il y a absolument, pour contextualiser, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, à un moment de l'enquête, on remonte donc ce personnage qui est accusé d'un crime
Et ben voilà, je te laisse raconter. Mais effectivement, ce personnage va essayer de retrouver le revolver avec lequel donc Verlaine a Bah, tiré sur c'est-à-dire un. que le Vasco, faisant l'objet de menaces de la part du mari de Tina, la fille dont il est tombé amoureux, il décide de se procurer une arme à feu pour se défendre. Euh, et ce n'est pas si facile de se procurer une arme à feu. On ne peut pas rentrer comme ça dans une armurerie et en ressortir avec un 357 Magnum. Et donc, il a l'idée de se rendre à la vente aux enchères où est vendu le revolver avec lequel Verlaine a tiré sur Rimbaud. Tu sais, vous savez qu'en 1873, Verlaine tire deux balles, l'une vient se loger dans le poignet de Rimbaud. Verlaine passe quand même 555 jours en prison. Et le revolver, novembre 2016, a été vendu chez Christie's. Et Vasco enchérit, et il finit par remporter le revolver pour la somme de 428 000 euros, qu'évidemment il n'a pas. Mais je vous disais tout à l'heure qu'il était conservateur à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France. Et la maison de vente aux enchères, sachant qu'il est conservateur, va croire qu'en fait, il a préempté le revolver pour le compte de la BNF et finira par envoyer la facture à la BNF. Et ce revolver, bah, il est là, en fait. C'est le revolver avec lequel Verlaine a tiré sur un bon. Et puis, juste petite parenthèse, je crois que c'est le même revolver qu'a utilisé Van Gogh pour se tirer une balle dans le cœur. C'est pas un revolver qui est fait pour tuer, en fait. Vraiment, c'est très peu puissant. C'est pour ça qu'on se loupe souvent. C'est fait ouais. pour tuer un chien à 1 mètre, quoi. C'est vrai que le revolver de Van Gogh, c'était la même, je crois que c'était la même marque, le Faucheux. Et c'est marrant parce que celui de Van Gogh a aussi été vendu aux enchères un peu plus tard. Euh, Bien qu'il y ait des doutes sur celui de Verlaine, il n'y a aucun doute. On sait que c'est celui-là. Celui de Van Gogh, il y a des doutes sur l'authenticité de ce revolver. En plus, il est vraiment en piteux état, contrairement à celui-ci qui est vraiment en parfait état. Voilà, le Non, revolver ne avec fais pas lequel- de conneries. Ne fais pas de conneries. Non, mais bon. On veut pas qu'il y ait un drame dans la causerie. On est prêt La à faire du causerie buzz, funèbre. Et... Oh, j'ai entendu une porte qui a claqué. Au On même aurait dit moment, un coup de feu, justement, c'est incroyable. Ah, ça commence un petit peu à dérailler, Alors, j'aime bien ça. parce que toi, Clarisse, tu as un lien fort avec Van Gogh et tu peux peut-être nous parler de son revolver à lui. Bah, non, ce qui est intéressant, c'est toujours de se dire, une fois que le revolver a été employé, il y a une sorte d'intérêt qui vient se focaliser sur l'objet, alors qu'en fait, ces deux objets sont des objets tellement banals jusqu'à ce qu'ils tombent entre les mains de ces gens qui sont tous sauf banals. Et c'est drôle qu'il puisse être. Enfin, je trouve que le fétichisme autour d'une arme à feu comme ça, quand elle a servi quelque chose de plus grand que la mort, elle s'est mise au service aussi de génies et de leur mal-être et de leur grande névrose. Je trouve que c'est intéressant. On pourrait se dire que c'est un peu comme la robe de Marilyn Monroe. C'est beaucoup plus qu'une robe. C'est ce qui a enserré un être de toute beauté et de toute souffrance. Donc, je comprends tout à fait. Je peux concevoir qu'on voit à travers cet objet quelque chose d'assez vertigineux. Olivier? Non, mais moi, je souscris à tes propos. Complètement, complètement. Et puis, oui, bien sûr. Et puis, il y a quelque chose comme ça enfin, c'est la fascination pour, pour l'objet comme ça, qui est quand même. C'est très très beau. Moi, là, j'ai découvert cette vente aux enchères grâce à ton livre. En fait, je ne savais pas que ça suscitait une telle surenchère, c'est le cas de le dire. Mais c'est assez fabuleux ces traces aussi. Moi, je suis fasciné par les vestiges, par ce qui reste d'un temps comme ça révolu. Voilà. Il y a deux reliques dans ce livre. Il y a le revolver de Verlaine et il y a le cœur de Voltaire. Puisque Ah oui. Vasco, à un moment, va dérober le cœur de Voltaire à la BNF. Voltaire, il est mort en 1778 et son cœur a été prélevé et il a été en Je savais pas possession non plus. d'un type qui était un de ses amis, le marquis de Villèle. Et il a été transmis comme ça, Oui. d'héritier en héritier. Et puis, à la fin du 19e, un des héritiers s'est demandé ce qu'il pouvait faire avec cette vieille chose rabougrie qui avait été placée une sorte de coffret doré, ouais, avec une solution alcoolique pour le préserver. Et il en a fait don à la BNF, à la Bibliothèque nationale. Incroyable. Et la Bibliothèque nationale
a décidé a demandé à Houdon, qui était sculpteur, de faire une statue de Voltaire, qui est une statue intéressante parce qu'en général, quand on représente quelqu'un avec une statue, on le représente toujours dans toute sa gloire, et là, c'est vraiment Voltaire vieux, quoi. Voltaire avec les rides, avec enfin, on sent vraiment les outrages du temps, Décrépit. voilà, décrépit. Et dans le socle de cette statue, ils ont placé le cœur de Voltaire. Et cette statue se trouve dans le salon d'honneur de la BNF. Et il se trouve que c'est la seule salle de la BNF. Maintenant elle est chez toi, la statue. C'est ça, tu vas nous sortir la Alors, statue. pas la statue, mais il se trouve que ouais, je savais que le salon d'honneur était le seul endroit de la BNF où il n'y avait pas de caméra de sécurité. Et j'ai dérobé brièvement le cœur de Voltaire que j'ai fini par rendre à la BNF. Incroyable. Et qui se trouve de nouveau dans le socle de la statue. Enfin, moi, je serais capable de croire une telle histoire. Donc, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ah oui, oui, oui. Je pense Bah, que c'est vrai. tu connais cette phrase de Boris Vian, cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée. Bonne réponse. Non, mais de toute façon, Bien sûr. lorsqu'on écrit un roman, lorsqu'on écrit de la fiction, il faut absolument que le lecteur y croit. Bien sûr. C'est-à-dire que s'il n'y croit pas et s'il se dit ah c'est du bluff, c'est qu'on a raté notre coup. Donc évidemment que c'est vrai. Bah, il y a des coups qu'il vaut mieux rater, comme notamment les coups dont on parlait tout à l'heure entre Verlaine et Rimbaud, et voilà, quand même, qui permettent des petites années de survie et quelques chefs-d'œuvre supplémentaires. Mais j'ai une question justement parce que pour Rimbaud, oui, ah oui, oui, non. Parce que Rimbaud n'avait pas encore tout écrit, il avait pas encore écrit Une saison en enfer, il n'avait pas encore écrit Les Illuminations. Donc c'est vrai que ça valait la peine. Est-ce que là, pour poser une question justement, on parle de citation, c'est assez donc fréquent de rendre hommage, de citer, de vouloir s'inscrire dans une lignée ou dans les pas de quelqu'un qu'on admire. Et vous, Olivier et François-Henri, est-ce que ça vous fait bizarre quand on vous cite? Moi, je trouve ça morbide. On me cite pas tous les jours, hein, je sais pas du tout. On me cite jamais d'ailleurs. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu morbide dans la citation. C'est comme prendre la parole d'un mort et la rendre vivante. Mais ça doit vous arriver parfois qu'on vous cite par écrit ou de vive voix. Qu'est-ce que ça vous fait? Et répondez en toute honnêteté. Hein, si vous en êtes fier, faites-nous part de votre grande fierté. Olivier, tu veux nous faire part de ta grande fierté? C'est toi l'invité. Bon, alors déjà, ça m'arrive très peu souvent, donc j'ai pas à souffrir de cette. Et je pense que non, évidemment que ça me fait plaisir, c'est-à-dire que je suis un peu lu. Mais je me souviens un jour, il se trouve que dans une vie antérieure, j'avais fait une thèse de droit. Et parmi les doctorants, il y en avait un qui avait fait un mémoire et qui un jour a été cité dans un article, mais un article qui a dû être lu par 5 personnes dans une revue juridique et qui a été cité en note de bas de page. Et il a fait un post sur Facebook pour s'enorgueillir d'avoir été cité en note de bas de page par son directeur de thèse. Et j'avais trouvé ça tout à fait ridicule. Donc, si je vois qu'on me cite, j'en suis flatté. Maintenant, je ne vais pas aller relayer ça dans un post pour que d'autres, à leur tour, viennent ceindre mon front des lauriers de la gloire. Et juste avant que tu répondes, Olivier, ça me fait penser à quelque chose. En revanche, autant je trouve ça assez morbide, le côté comme ça, mais en même temps, je trouve que c'est assez... moi, par exemple, j'adorais citer mes amis, mes copines dans mes dissertes de philo, parce que comme je vous le disais, j'étais pas une grande lectrice, donc j'étais pas tellement en mesure de citer Kant, Hegel et toute la clique. Donc souvent, je disais comme disait Trucmuche, et parce que parfois, le bon sens et la philosophie sont à portée de main. Et ça, par contre, je trouve que c'est très vivant de faire vivre la parole des gens qui n'écrivent pas forcément, qui n'ont pas spécialement envie de laisser des traces, mais qui ont des paroles clairvoyantes, percutantes, profondes. Et je pense que c'est notre devoir d'écrivain de les faire vivre aussi, ces paroles-là. Oui, c'est pas mortifère, toujours la citation. Effectivement, c'est ce que les universitaires appellent l'intertextualité, donc cette façon de se réapproprier, d'utiliser et de convoquer des références. On peut en faire plein de choses. Moi, j'aime beaucoup, encore une fois, dans tes romans, c'était le cas aussi dans les précédents, mais il y a cet aspect-là qui y a chez Pierre Michon, que tu admires beaucoup aussi. Pierre Michon, parfois, au milieu d'une phrase, fait arriver un vocable
très très prosaïque et qui va casser comme ça cette grande. Et donc cette façon de jouer avec cet héritage est super. Moi, moi j'aime beaucoup Borges, par exemple. Bon, chez Borges, il cite, il y a 50 citations. Alors, ça devient une érudition très très joueuse. Moi, j'aime bien cette forme de jeu savant. Moi, je réponds un petit peu à côté de la question, mais ouais, c'est. Moi, je suis rarement cité, hein, j'avoue, mais ça me ferait très plaisir. Je pense que je ferais même 2 posts Facebook. Mais oui, il n'y a pas de raison voilà, il faut que les. Et alors, c'est vrai qu'en plus, quand on cite quelque chose, moi, ce qui est difficile, c'est l'exercice, vous savez, l'épigraphe, c'est-à-dire les phrases en exergue d'un livre. Si on choisit des modèles trop imposants, si on met Victor Hugo, même une très belle phrase, il faut assurer, entre guillemets. Hein. Mais vous n'avez pas remarqué que souvent elles sont magnifiques. Tout le monde a des épigraphes magnifiques. Moi, à chaque fois, je me dis waouh, où est-ce qu'ils les ont trouvés? Je suis pas d'accord. Je ne serais pas à la hauteur. Il y a souvent des écrivains qui n'ont aucune imagination pour leurs épigraphes. Et l'une de celles que je vois le plus souvent, j'espère qu'elle n'est pas dans un de vos livres, c'est Ne me secouez pas, je suis plein de larmes de Henri Calais. Et non, moi, je suis pas encore tombée dessus. C'est une phrase qui est très souvent reprise en épigraphe et ça devient presque un lieu commun des épigraphes. Des fois, on voit passer des phrases comme ça. Oui, moi, je verrais ça en épigraphe. Ça me donne pas envie de lire le bouquin. Mais de mettre, bon, moi j'ai mis Verlaine parce que le titre du roman est emprunté à un poème de Verlaine. Es-tu douce ou dure, es-tu sensible au mon cœur, ton cœur, je n'en sais rien, mais je rends grâce à la nature d'avoir fait de ton cœur mon maître et mon vainqueur. Et puis l'autre épigraphe, j'ai hésité entre deux épigraphes sous les auspices desquels je voulais un peu inscrire ce roman. Il y a celle-ci que j'ai mise, qui est celle de Michaud. Je voulais dessiner la conscience d'exister. Et la couleur du temps. Et en revanche, j'ai failli mettre celle de Céline, enfin une phrase de Céline qui est dans le Voyage au bout de la nuit, où il dit la grande défaite en tout, c'est d'oublier et surtout ce qui vous a fait crever. Et je trouvais que, eh bien, pour rendre compte du chagrin qu'on peut éprouver à la suite d'une rupture amoureuse, c'était assez approprié. Finalement, j'ai préféré garder les choses. Oui, c'est bien. C'était presque trop explicite d'emblée. Ouais. Bah alors, moi, j'ai une question quand même pour les personnes qui nous suivent, on va dire, qui auraient l'envie de se lancer dans l'écriture ou d'écrire, sachant que pour moi, tu es une des plumes vraiment les plus belles quoi, parmi les auteurs contemporains. Est-ce que tu aurais un conseil de style à donner ou à partager aux personnes qui nous écoutent? Là encore, je vais m'en tirer avec une citation, hein, parce que c'est commode les citations, tu vois. Non, mais Somerset Maugham avait une belle phrase. Il disait il y a 3 règles impératives à suivre pour écrire un bon roman. Et ensuite, il ajoutait malheureusement, personne ne les connaît. Et je crois qu'il faut vraiment se garder de prodiguer des conseils. Moi, si je devais en donner un du haut de mon très très branlant perchoir, ça serait simplement de lire, et beaucoup de lire, pas seulement des classiques, enfin en tout cas, mais de lire de la littérature contemporaine. Elle est très riche, elle est très vivante. Là, je vois que dans les participants à cette conversation, il y a Nicolas Mathieu ou Agathe Saint-Maur, qui sont 2 écrivains pour qui j'ai beaucoup d'admiration. On a quand même Nicolas Mathieu là, qui est en train d'écouter cette conversation et qui va se dire mais qui sont ces guignols, lui qui parle si bien de littérature et qui est beaucoup plus intéressant que je ne le suis. En tout cas, je trouve que dans le conseil que tu viens de ne pas prodiguer, si je peux me permettre justement de le filer, ça m'a fait penser à le fait de se sentir proche, c'est important. Je pense que sentez-vous proche, sentons-nous proches de soi-même, des autres, de réussir à trouver un moment quelque part dans sa vie
une peau commune, un territoire commun. Et ce territoire, il peut être tellement varié. Parfois, c'est celui des mots, parfois celui des rêves, parfois celui du toucher, d'un sourire. Et je sais pas, moi, en tout cas, dans ma vie quotidienne, j'essaye, peut-être parce que parfois je me sens justement trop isolée comme une île, j'essaye de trouver des passerelles vers ce qu'on a évoqué depuis le début de cette conversation, c'est-à-dire l'éblouissement de se sentir proche, quoi. Le mystère de se sentir proche. Moi, j'aurais un conseil, c'est ne me secouez pas. Tu es plein de larmes. Je suis plein de larmes. Toi, tu es plein de larmes de rire, Olivier. C'est pour ça qu'on t'adore et c'est pour ça que... Plus sérieusement, c'est vrai que... Alors oui, Nicolas Mathieu, Agathe et les écrivains que tu as cités sont brillants, mais vraiment, je trouve que... voilà, c'est pas pour... aller dans la flagornerie avec nos invités, mais ouais, je suis vraiment ravi que tu aies accepté cette invitation et je trouve que tu es un écrivain vraiment majeur aujourd'hui. Et encore une fois, ce livre, moi, il m'a plu, le dernier, vraiment, je vous encourage à le lire, à l'acheter, à le lire, à l'offrir, parce que c'est... Alors, on a parlé de choses très tristes, mais c'est aussi un roman très drôle. Il y a des scènes d'amour extraordinairement belles, très, très belles, et en même temps, parfois, dans ces scènes d'amour, il y a une petit décalage qui est extrêmement... il y a une scène comme ça passionnée où à un moment la jeune femme a un appel en absence au milieu de... C'est extraordinaire. Donc la façon dont tu mêles à la fois la fièvre lyrique et la maîtrise et la bonne distance, et pour moi c'est un livre que je conseille pour le coup à des personnes qui veulent se lancer dans l'écriture, c'est-à-dire il y a énormément de facettes et il y a énormément de maîtrise, donc c'est admirable. En fait, je cherche à fonder une nouvelle école littéraire qui serait l'érotico-comique. Ah, voilà. Je crois qu'Olivier a une petite idée dans ce sens-là, parce qu'on va sans doute animer un atelier de poésie érotique, et je pense que ça peut être très comique. On n'a même pas besoin de préciser que ça va être comique, mais ça a l'air pas mal ton idée aussi. Non, mais le roman est profondément comique dans sa tradition aussi. Il n'y a pas de honte à mettre de l'humour dans un texte, et je trouve que quand on le fait bien, c'est extraordinaire. Ouais. Si, c'est honteux. Merci beaucoup en tout cas pour merci à toi. Et puis longue vie aux ateliers Bohème. C'est une belle initiative que vous avez prise. Et je vous embrasse avec effusion. Merci François-Henri, et belle vie à ton dernier roman et à tes citations à venir. À bientôt. Merci à tous d'avoir été là. Et Olivier, je te laisse conclure, dire au revoir à tout le monde. Merci François-Henri, et puis merci à toi Clarisse, et aux personnes qui nous ont écoutés et aux grands écrivains qui sont passés dans cette conversation. Voilà. Salut. À bientôt. Merci.